la vie des paysans du Xe au XIIIe siècle. Cette vie est rythmée par la nature, le temps des saisons. Par exemple, si les journées de travail sont très longues en été avec le soleil qui se lève très tôt et se couche très tard, elles sont beaucoup plus courtes en hiver où il y a beaucoup moins de travaux à faire étant donné que la nature dort à ce moment-là. En janvier, c'est le nettoyage des fossés. En février, c'est l'épandage du fumier. En mars, on taille la vigne qui commence à repousser. La vigne, je le rappelle, c'est la plante qui permet de récolter le raisin. En avril, on tond les moutons. En mai, période un petit peu risquée parce que c'est l'époque où les seigneurs vont chasser dans les champs, ce qui parfois ravage les champs. En juin, juillet et août, il s'agit de récolter ce qui a poussé. On commence par récolter les plantes pour les animaux en juin. L'herbe est haute dans les prés, et à l'époque, il aurait été essentiel de la couper, d'en faire du foin et de l'engranger. Sans une bonne récolte de foin, il n'y a pas de fourrage pour nourrir le bétail de la ferme. Il n'y avait aucune alimentation artificielle pour les bêtes à l'époque. Et si on ne pouvait pas les nourrir pendant l'hiver, quand il n'y a plus de pâturage, on les perdait. Dans le pré, le foin est bien sec. Alex et Fonz le rassemblent en melon, prêt pour le transport. Il est enfin temps de rentrer le foin. Le foin est hissé au-dessus de l'étable. En juillet, on s'occupe du blé et de l'avoine. Et d'un magnifique jaune doré. Ils n'ont plus qu'à le faucher. L'équipe utilise des répliques de faucilles et de faux de l'époque. Comme il était normal pour les femmes de l'époque, Rousse et Chloé participent à fond à la moisson, bottelant les épis coupés. Bien que ce soit une tâche épuisante, c'est le point culminant de leur travail à la ferme. Tout le monde est sur le pont, absolument tout le monde participe aux moissons. Les hommes, les femmes, les enfants. Ça permet d'aller plus vite. C'est le moment décisif de l'année agricole. Les céréales constituent l'aliment de base. Elles durent tout l'hiver. Et si vous faites une mauvaise moisson, c'est un gros problème. En août, on bat le blé pour récupérer le grain que l'on ira ensuite moudre au moulin du seigneur. Il y a 400 ans, le pain était la denrée de base par excellence. Mais sa fabrication était une tâche longue et difficile. La première étape de la transformation du blé en farine, c'est le battage. Cela signifie qu'Alex et Fonz doivent extraire les grains en martelant les épis. Ça devrait suffire. On y va, Fonz? Je dégage tout ça. Regardez-moi ça. En septembre, il s'agit de semer de nouveau dans les champs pour pouvoir récolter l'année d'après. Il faut labourer d'urgence. Ils doivent semer du blé s'ils veulent avoir quelque chose à moissonner l'été prochain. Cette nouvelle journée va permettre à Alex et Stuart de commencer à semer du blé dans le champ fraîchement retourné. Nous semons le grain à la volée. On le lance avec des gestes réguliers à travers champs. Le talent du fermier est d'obtenir une couverture uniforme. Sinon, on perd beaucoup de semences. En octobre, on foule le raisin. En novembre, il n'y a plus grand-chose à faire dans les champs. On s'occupe de manière plus légère. Par exemple, on fait la glandée, c'est-à-dire qu'on fait tomber les glands dans les arbres pour nourrir les cochons, que l'on engraisse. Et en décembre, on abat les cochons. Et l'année reprend. Entre le Xe siècle et le XIIIe siècle, la vie des paysans s'améliore. Elle s'améliore tout d'abord grâce à des progrès techniques. Ici, vous avez une charrue. Une charrue, c'est un appareil qui va servir à creuser le sol avec le soc, qui est ici, et la coutre. Ça va permettre de creuser de manière plus profonde avant de semer, ce qui permettra une meilleure récolte l'an d'après. Autre progrès technique, le collier d'épaule pour le cheval. Auparavant, c'était le collier de cou. Sans rentrer dans les détails, le collier d'épaule permet de moins blesser le cheval, ce qui permet de plus tirer, de tirer une plus lourde charge. Autre progrès, l'assolement triennal. Une terre, pour être bien fertile, pour
donner beaucoup de nourriture, il faut la laisser se reposer. C'est ce qu'on appelle la jachère, le repos de la terre, c'est-à-dire que pendant un an, on ne la met pas en culture. Jusqu'au 10e, 11e siècle, les paysans faisaient de cette manière-là. Ils prenaient leur terre, ils la coupaient en deux, une partie en blé, une partie en jachère, c'est-à-dire une partie qu'ils ne récoltaient pas. À partir du 11e siècle, ils inventent une nouvelle technique. Au lieu de mettre en deux, ils partagent la terre en 3 parties. Une partie en blé, une partie en avoine et une partie qui se repose. La deuxième année, la partie qui se repose est mise en culture et c'est la partie qui était en avoine qui passe en jachère et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'au lieu de perdre tous les ans la moitié de leur terre, ils ne perdent plus qu'une année sur 3, un tiers de leur récolte. Tout ça pour dire ils peuvent produire 15% de plus par an. C'est donc une augmentation de la production agricole. Toutes ces améliorations techniques permettent de produire de plus en plus de nourriture. Et par conséquent, s'il y a plus à manger, la population augmente. On passe en Europe de 42 millions d'habitants, on n'oublie pas de lire la légende quand on lit un graphique, donc 42 millions d'habitants en l'an 1000, c'est-à-dire au début du XIe siècle, et au milieu du XIIIe siècle, on est à 69 millions d'habitants en Europe. Clairement, la population a été multipliée par 1,5. Ce qui signifie, pour vous le montrer sur un petit dessin, au Xe siècle, là où il y avait un paysan pour faire le travail, en gros au XIIIe siècle, il y en a presque 2 fois plus. Si pour faire le même travail, il y a 2 fois plus de gens, par exemple le travail des corvées pour le seigneur, les corvées deviennent moins pénibles parce qu'on partage le travail. Tout cela permet d'améliorer la vie des paysans, même s'il reste pendant le XIIIe siècle des disettes, c'est-à-dire des périodes où il n'y a rien à manger, ou très peu, ou des famines. Là, c'est vraiment des périodes très longues où il n'y a rien à manger. Donc même s'il en existe encore au XIIIe, elles sont bien moins graves qu'elles ne l'étaient au Xe siècle.